Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire le récap de mon année en termes de budget, donc de l'année 2022, ce qu'on a gagné, ce que l'on a mis de côté et ce que ça s'est passé comme prévu. Donc voilà, j'avais envie d'aborder tout ça dans cette vidéo. C'est un petit peu devenu un rituel maintenant, je le fais chaque année depuis environ 2 ans. De vous poster en début d'année un petit peu ce que je compte faire financièrement et en fin d'année je vous dis ce qui s'est passé parce que bien évidemment c'est jamais exactement pareil. Donc c'est parti, j'ai mon papier avec toutes mes notes pour ne rien oublier et on va aborder notre budget 2022. Petit disclaimer, je sais que l'argent est un sujet sensible, je vous partage tout ce qui m'arrive financièrement dans ma vie, que ce soit les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles. Là, il y a pas mal de bonnes nouvelles, ça s'est très bien passé pour nous cette année. Si pour vous, c'est pas agréable à regarder, je peux tout à fait le comprendre. L'argent, ça peut être une source de souffrance et je le sais totalement. N'hésitez pas à me retrouver sur une autre vidéo. Mais tout simplement, là, j'expose mon budget tel qu'il est. Nos revenus ont augmenté, il y a eu de grosses sommes qui ont été en jeu. Je sais que ça peut être parfois difficile à regarder, donc n'hésitez pas à regarder du contenu qui vous fait du bien selon votre situation. Ici, je ne parle pas pour les autres, je parle simplement de ma situation avec mon compagnon, comment ça s'est passé pour nous, et c'est tout. C'est pas une vidéo de conseil ou quoi que ce soit, c'est juste je vous expose ce qui s'est passé pour nous en 2022. Alors la première chose qui a bien changé, c'est qu'on a gagné beaucoup plus que prévu. Nous avions des prévisions de revenus moyens à 2, je dis bien à 2. On avait prévu de gagner aux alentours de 3500 € par mois. Si je dis prévu, c'est parce que mes revenus peuvent être très fluctuants. Je vous en ai parlé dans une vidéo où je vous partage ce que je gagne avec les réseaux sociaux, de quoi je vis, puisque oui, mon activité sur les réseaux sociaux, c'est mon travail, c'est de là que je tire mes sources de revenus, et je vous avais tout partagé, les chiffres, combien je gagne avec YouTube, quelles sont les autres sources de revenus dans une vidéo, donc je vous la mets par ici si vous voulez la voir. Mais donc nous avions des prévisions de budget de 3500 € par mois, et nous avons gagné 5600 € par mois en moyenne. Donc vraiment ça n'a pas été ça tous les mois, ça a été assez crescendo, mon compagnon a été augmenté et moi j'ai vraiment gagné beaucoup plus que prévu. J'avais prévu de gagner aux alentours de 1500 € par mois net. Donc ça veut dire en gros, une fois que j'ai payé mes charges sociales, puisque je suis auto-entrepreneur, ce qu'il me reste après, mais avant impôt, puisque les impôts je les paye longtemps après finalement, donc je sais jamais exactement combien je vais payer. Là c'est pareil, mes revenus sont avant impôt. Pour le coup Didier c'est net d'impôt puisqu'il est salarié, il est prélevé à la source et il a éventuellement des ajustements. Mais moi c'est vraiment avant les impôts, mais c'est quand même après les charges. Mais voilà, donc là j'ai gagné 3400 € net par mois avant impôt, sachant que ça a vraiment été très éparpillé. Il y a des mois où j'ai beaucoup moins gagné, j'ai surtout eu des mois où j'ai beaucoup plus gagné parce que je vous en avais parlé dans ma vidéo FAQ. J'ai eu une période où mes vidéos ont buzzé et d'ailleurs depuis cette vidéo FAQ j'ai une autre vidéo qui avait buzzé, mais c'est aussi venu avec du harcèlement, c'est venu avec énormément de commentaires haineux à des moments de personnes qui ne connaissent pas du tout mon contenu. Et donc c'est un peu les deux revers de la médaille, ça m'a fait gagner beaucoup plus d'argent, mais à un moment, je vous en avais parlé dans cette vidéo, c'était devenu aussi assez difficile à gérer. Donc voilà, c'est pas forcément, c'est ce que je vous dis, le buzz pour moi c'est pas quelque chose de positif, c'est pas quelque chose que je recherche. Alors bien sûr financièrement c'est cool, concrètement je vous en parlerai un peu après, mais sans ces hausses de revenus à certains moments, je sais pas si on aurait pu terminer tous les projets qu'on avait en cours. Je pense que cette année, j'ai plus gagné que ce que je gagnerai l'année prochaine. Beaucoup de gens sont dans une démarche de grandir avec leur entreprise. Moi, c'est pas mon cas. Je veux simplement un revenu stable et j'aime partager tout ce qui me plaît sur mes réseaux sociaux. Je suis pas dans une optique d'être dans une croissance permanente, de gagner toujours plus. Ce que je gagne actuellement, bien évidemment, ça me convient très bien. Gagner 3400 € en faisant ce qui nous plaît, en travaillant de chez soi, c'est un luxe énorme et j'en suis énormément reconnaissante, vraiment, je me plaindrai jamais de ça. C'est pas ce que j'ai prévu de gagner l'année prochaine. L'année prochaine, je me suis mis une prévision de 1800 € net et honnêtement, rien que de passer de 1500 à 1800 en prévision, j'ai l'impression que c'est super risqué, que je m'avance un petit peu trop parce que la prévision que je m'étais mise cette année c'est 1500 et c'est vraiment ce que je veux gagner. 1500 pour moi c'est vraiment le salaire qui est un peu mieux que le SMIC, ça me permet de vivre confortablement de mon activité et d'accomplir la plupart de mes projets. Si je peux avoir plus, bien sûr, tant mieux. J'ai décidé de me dire, allez, on va essayer de viser 1800, mais c'est pas grave si je suis à 1500 par exemple. Également, dans les revenus que je touche, il faut que je mette moi-même de l'argent de côté
pour les mois plus creux ou si un jour ça s'arrête ou peu importe ce qui arrive, parce que je ne bénéficie pas du chômage. Quand on est en auto-entreprise, on cotise pour la retraite, on paye des charges, mais on ne paye pas de charges pour le chômage, donc ça nous permet de payer moins de charges, mais ça veut aussi dire que si on a des mois à zéro, on doit prendre dans notre propre trésorerie, on doit se débrouiller. Nous avons ensuite environ 140 € de tickets resto de la part de mon conjoint. Donc lui c'est financé en partie par l'entreprise, en partie par lui, mais c'est déduit de son salaire, donc vraiment ça fait comme si on avait 140 € à utiliser avec sa carte ticket resto. Et après, moi je vais avoir environ 100 € de produits offerts ou de commandes. Quand je travaille avec des marques, souvent je peux commander sur leur site et ils vont m'offrir la commande. Ça, je le compte dans mon budget alimentation. Vous me le demandez souvent. Par exemple, notre budget alimentaire, quand il est à 200 €, vous me demandez si dedans je compte Coro par exemple. Alors oui, je compte Coro. Tout simplement parce que si j'ai un bon d'achat à utiliser sur le site, je considère que j'ai dépensé cette somme-là. Et après, le reste vient se cumuler de ce que je vais acheter à Carrefour, à Leclerc, à Monoprix, enfin peu importe. Et tout simplement, ça je le déduis de mes dépenses totales, mais pour vous donner un budget fiable, parce que j'ai pas envie de vous dire oui j'ai dépensé que 200 € ce mois-ci, mais à côté de ça j'ai eu 100 € de cadeaux d'une marque, 50 € d'une autre, etc. Je veux vraiment vous donner un budget précis quand je parle, donc c'est l'organisation que j'ai trouvée pour bien vous partager tout ça. Après je vais avoir d'autres avantages en nature qui vont être matériels, par exemple un agenda, des bijoux, ce genre de trucs. Ça je partage énormément avec mes proches, donc on est vraiment sur une moyenne de 100 € par mois d'avantages en nature, ce qui est totalement, ce qui est très bien, ce qui est pas du tout négligeable. Au niveau de nos dépenses, là on va vraiment se baser sur celles de 2022 qui n'auront rien à voir avec celles de 2023. Comme vous le savez sûrement, si vous avez vu mes vidéos précédentes, nous avons acheté un nouvel appartement. Nous gardons l'ancien que nous avions acheté à l'époque sans crédit. Donc cet appartement, nous le mettrons en location quand les travaux seront passés, puisqu'on attend des travaux de copropriété. On ne sait pas quand ça va arriver. En attendant les travaux, je vous en ai parlé, on va prêter l'appartement, on va le louer en courte durée, on va faire quelques petits trucs pour retoucher un petit peu l'argent qu'on dépense dans les charges, mais on ne va pas mettre de locataire dedans tant que les travaux ne seront pas passés, puisque ça va être des travaux assez importants qui vont toucher à la structure, qui vont toucher aux façades. Ce ne sera pas agréable de vivre dedans à ce moment-là, et donc on préfère que tout ça soit passé pour vraiment mettre des locataires dedans. Ce sera une location en meublé, nous avons laissé tous nos meubles là-bas et nous en avons repris ici, enfin on en a aussi repris d'occasion, on en a acheté des neufs, on a vraiment fait un mélange entre occasion et neuf. Mais nous avons emménagé ici mi-décembre et donc au niveau des dépenses, c'est très pratique parce que la plupart des choses, nous allons commencer à les payer en janvier de l'année prochaine. Même pour le crédit immobilier, là on n'a pas encore payé la première mensualité, on a juste payé une mensualité qui comprenait les assurances et les intérêts, donc c'était quelque chose de l'ordre de 100 €. Je ne l'ai pas compté dans le budget global parce que pour moi ça fait un peu partie du budget 2023 où vraiment on va commencer à avoir des mensualités plus importantes. Au début de l'année 2023, je vous partagerai notre budget vraiment précis avec ce que l'on compte dépenser, ce que l'on compte gagner, etc. Donc là, au niveau des dépenses, ça va vraiment concerner notre ancien appartement. On a fait le choix de l'acheter sans crédit il y a 3 ans parce qu'on le pouvait, bien évidemment, ce n'est pas accessible à tout le monde. Et j'ai déjà parlé pas mal de fois de comment on l'a acheté, entre l'argent qu'on avait mis nous-mêmes. On a eu la chance d'avoir une aide de la part de mes parents aussi, qui nous ont aidés à financer 20% du bien. Donc voilà, ça j'en parle dans ma vidéo, je pense, comment j'ai acheté 2 appartements, quelque chose comme ça. Je vous la mets ici aussi si vous voulez aller la voir. Mais donc cet appartement nous coûtait très peu cher. Ça a été un énorme levier pour nous d'avoir cet appartement sur lequel on ne payait pas de crédit ou de loyer, puisque ça nous permettait de vivre avec presque rien. Ça nous a permis d'économiser énormément d'argent. Au début où j'ai créé mon entreprise, j'étais au chômage. Je touchais au début 1 400 € par mois. Après, je touchais 1 000 € la deuxième année pendant que je continuais de créer mon entreprise. Donc, j'avais pas des revenus énormes. Mon copain, ça allait, mais ça a permis de mettre énormément de côté sur ses revenus à lui. Mais même sur mes revenus, ça me permettait, sur les 1 000 € que je gagnais, je n'avais à dépenser que 400 € par mois pour l'appartement, pour manger, pour tout le reste. Donc ça me permettait de continuer à mettre beaucoup d'argent de côté. Puisque notre objectif c'était de mettre de côté pour un apport pour un futur achat immobilier, on n'avait pas spécialement prévu d'acheter cet appartement à la base. Notre plan initial c'était de rester dans l'appartement pendant environ 8-9 ans et ensuite d'avoir un apport suffisant pour acheter directement notre maison d'hôte. Mais les choses ont fait qu'on s'est dit que c'était peut-être pas mal d'acheter un appartement un peu plus grand avec un petit accès à l'extérieur. Je vous ai normalement publié mon home tour il y a quelques semaines ou quelques jours, je sais pas, au moment où je filme cette vidéo, puisque là je la filme un petit peu en avance.
Mais voilà, le but, on s'est dit que c'était pas mal d'investir dans l'immobilier et qu'au lieu de mettre de l'argent de côté chaque mois sur notre épargne, on l'investisse dans le remboursement du crédit immobilier sans non plus se mettre en difficulté. Vous savez que moi je n'aime pas les crédits, c'est le tout premier crédit qu'on a fait. Bien sûr, ce n'est pas pareil un crédit pour un achat immobilier qu'un crédit pour acheter une télé, hein. C'est pas le même investissement, puisqu'un investissement dans l'immobilier est plus ou moins rentable sur le long terme, alors qu'un acheter à crédit des meubles ou quelque chose comme ça, c'est généralement plutôt quelque chose qui va nous compliquer un peu le budget pendant les prochains mois ou les prochaines années. Donc pour le logement que nous avions à payer 204 € par mois, qui comprenait l'assurance habitation qui était à 18 €, EDF qui était environ à 60 €, ça a pas mal augmenté parce que il y avait le télétravail de mon copain sur place, l'augmentation du prix, mais c'était majoritairement le télétravail qui consommait pas mal. Et sinon, ce qui consommait le plus dans notre appartement, c'était le frigo et le four quand on l'utilisait, mais nous ne mettions pas le chauffage. J'ai plusieurs vidéos sur le sujet. D'ailleurs, dans l'appartement que nous avons aujourd'hui, nous ne comptons pas non plus allumer le chauffage, en tout cas autant qu'on pourra. On n'est pas anti-chauffage, mais tant que c'est possible pour nous, on le fait. Et bon, si un jour on est malade ou j'en sais rien, s'il y a quelque chose, on l'allume, hein, c'est pas une règle stricte. En box, nous avions une mensualité de 25 € et en charge copro plus taxe foncière, on payait 101 €. Donc nous n'avions pas de taxe d'habitation à partir de l'année dernière. Avant, je crois qu'on l'a payé. Et nous avons les charges, tout ce qui était eau, donc la consommation d'eau, les poubelles et peut-être d'autres trucs, je sais plus, qui étaient comprises dans les charges de copro puisque nous étions dans une copropriété. Donc c'est ce que nous coûte le logement par mois, 204 €. Maintenant qu'on n'est plus dedans, c'est pour ça qu'on va essayer de le louer quelques nuits par mois pour rentabiliser un petit peu les charges, ou le prêter à une amie, le prêter à mes cousines et qu'elle nous donne un petit quelque chose pour les charges en échange, juste pour rentabiliser ces 200 € par mois et qui ne nous coûte pas 2400 € à l'année pour rien. Dans tous les cas, le but n'est pas de garder un logement vide. Nous habitons dans une ville où il y a un manque de logement par rapport au nombre de personnes qui habitent dedans. Donc évidemment qu'on ne va pas utiliser notre logement pour faire du Airbnb ou quoi sur le long terme, c'est vraiment pas notre but, vraiment pas à Marseille. Alors au niveau des charges variables, nous avons été sur une moyenne, on va dire, de 570,83 € précisément. En courses, nous avons dépensé à peu près 200 € par mois. C'est un petit peu moins que ce qu'on avait dépensé avant finalement, mais avant on mettait aussi le budget restaurant dedans. Enfin, j'ai décidé de changer un peu la manière dont on répertoriait nos courses, de la manière dont on les considérait. Donc nous avons eu 200 € par mois qui vont comprendre mes commandes Coro, Casidomi. Voilà, chaque fois que j'ai une commande sur les sites, je le déduis de mon budget. Et on en payait aussi une partie en ticket resto, mais ça je le compte à la fin de mes dépenses. Ensuite, j'ai décidé de regrouper la catégorie loisirs avec vacances et restaurants, puisque des fois ça se rejoignait un petit peu trop. Du coup, nous avons dépensé 205,83 € dans cette catégorie-là. J'ai vraiment repris tous mes comptes, repris les comptes avec la carte ticket resto pour vraiment tout avoir précisément. Donc ça fait à peu près 2400 € dépensés sur l'année en vacances, loisirs et restaurants. Ce qui est compté dedans, c'est nos restaurants par mois, on y va plusieurs fois. On fait pas des restaurants très chers, la plupart du temps on en a pour une trentaine d'euros. Ou quand on va s'acheter des pitas au falafel, nous on aime bien aller à Green Love à Marseille, qui est un restaurant avec un peu comme une cantine, avec un plat du jour, des burgers, ce genre de choses. On en a généralement pour un peu moins de 30 €. Et après ça va compter dès qu'on va dans un café, dès que moi je vais boire un verre avec une copine, dès que Didier va boire un verre avec des amis. Il y a tout ça qui rentre dedans. Dans les loisirs, on va aussi avoir notre abonnement au tennis. Alors cette année on l'a pas repris, tout simplement parce que les inscriptions étaient en septembre et c'était le moment où on essayait de mettre beaucoup d'argent de côté. On savait vraiment pas à ce moment-là si on allait avoir la somme qu'il nous fallait à la fin, donc on s'est pas réinscrit. Et en plus on faisait du tennis à Manosque, et autant dans notre ancien appartement c'était plutôt facile à gérer d'aller souvent à Manosque, parce qu'on n'était pas loin de la gare routière, donc on avait juste 20 minutes à pied pour aller à la gare routière, on prenait le bus pour y aller et on pouvait y aller souvent. Mais là maintenant le nouvel appartement est plus excentré, donc ça nous prend pas loin d'1 heure en transport pour rejoindre la gare routière. Donc on ira un petit peu moins à Manosque voir nos parents, puisqu'on a tous les deux nos parents qui habitent à proximité de Manosque. Et voilà, on ne s'est pas réinscrit là-bas. Je pense qu'on se réinscrira dans un club de tennis aux alentours de là où l'on habite maintenant, puisqu'il y a des clubs de tennis qui sont beaucoup plus chers que dans celui où on allait avant. Mais on verra, ça on verra un peu plus tard. Pour l'instant, on reforme un petit peu notre épargne. Mais donc dans les loisirs, ça comptait ça.
Après, ça comptait quand on allait à la montagne, puisque nous avons encore notre appartement, enfin notre studio à la montagne. On est allé faire une journée de ski dans l'année là-bas, c'était trop chouette. Sinon, on y va surtout l'été pour faire de la randonnée, pour profiter un petit peu de l'air pur de la montagne et pour s'éloigner un petit peu de la canicule. Mais voilà pour notre studio, donc c'est pas... Il y en a qui me disent que j'ai un chalet à la montagne, qui me demandent si on garde notre chalet. C'est vraiment pas un chalet, il fait 17 mètres carrés. Je vous mets la petite visite guidée par ici si vous voulez aller voir. Il est très mignon, je l'adore et oui, nous allons le garder, en tout cas tant que ce sera possible. Financièrement, il ne nous coûte rien par an, puisqu'il est rentabilisé avec le peu de fois où on le loue dans l'année. On pourrait le louer beaucoup plus, mais ça ne nous intéresse pas. Éventuellement, on envisage de le louer peut-être à des saisonniers s'il y a des hivers où on ne peut vraiment pas y aller, puisque ça permettrait d'avoir quelqu'un dedans pendant 4 ou 5 mois. Et sur ces 4-5 mois, nous on le louerait un petit peu moins cher, mais ça nous rentabiliserait quand même les charges à l'année. Donc on verra ce qu'on fait pour cet appartement. Mais pour l'instant on en profite, nos proches en profitent souvent aussi. On l'a prêté à des amis, on le prête à notre famille. Dès qu'on le prête à nos proches, on leur fait pas payer quoi que ce soit, bien évidemment. Même si souvent ils nous offrent un cadeau, une boîte de chocolat ou quelque chose comme ça. Mais voilà, c'était pour la partie de l'appartement à la montagne, puisque j'ai souvent des questions dessus. Et je ne le compte pas dans mes frais annuels, puisqu'on a vraiment un compte pour cet appartement. On laisse l'argent qui rentre sur ce compte-là, on paye ce qu'il y a à payer avec, on paye les impôts qu'il y a à payer avec et c'est tout. Et au niveau des vacances, on est aussi allé passer une semaine en Belgique, c'était trop chouette, on est aussi passé par Lille. J'avais catégorisé toutes nos dépenses de ce séjour puisqu'on me l'avait pas mal demandé comment je l'organisais dans ma gestion de petit budget, comment on avait intégré ces vacances-là, où on s'était vraiment fait plaisir, on avait beaucoup mangé au restaurant, c'était très sympa. Et on n'a pas fait d'autres vacances dans l'année à part, mais c'est déjà pas mal, hein, être allé en Belgique. On est allé à la montagne, on est allé pas mal voir nos parents. On a la chance d'habiter dans une région où concrètement on se sent un petit peu en vacances tout le temps, puisque mes parents ont une maison très chouette dans la nature, les parents de Didier aussi. J'ai une tante qui a une maison très chouette aussi, chez qui on va de temps en temps. Là, l'appartement qu'on a acheté est situé dans un endroit très cool. On a la mer qui est accessible, c'est pas juste à côté, mais on fait une petite randonnée et on peut accéder à la mer. Donc voilà, on n'a pas besoin en fait de partir très très loin parce qu'on vit dans un environnement qui est très chouette. Au niveau des transports, c'est pareil, nous n'avons pas de voiture. C'est un choix que l'on a fait. Il y a plein de fois dans notre vie où ça aurait pu être plus simple, mais on s'est toujours organisé pour vivre dans des endroits quitte à ce que ça coûte un peu plus cher où on n'a pas besoin d'avoir de voiture. C'était un choix écologique, c'était un choix économique. Je pense sincèrement qu'un jour on aura une voiture, mais tant que c'est possible pour nous de ne pas en avoir, on fait le choix de ne pas en avoir. Vraiment, c'est important pour nous. Mais ça ne veut pas dire que je juge qui que ce soit qui a une voiture. C'est comme pour la partie sur le chauffage, je ne juge pas si vous chauffez chez vous. On a tous des conditions de vie différentes, des chaleurs à l'extérieur différentes. C'est pareil pour la voiture, on peut habiter plus ou moins loin de son lieu de travail. Actuellement, on s'est quand même excentré. Honnêtement, je pense qu'on est les seuls de notre résidence à ne pas avoir de véhicule. Peut-être qu'avec l'avenir, je découvrirai que non, mais en tout cas, tout le monde était assez choqué quand ils ont appris qu'on allait vivre ici sans voiture, parce que c'est vrai qu'on est un peu plus loin, on n'a pas spécialement de bus après 21h, mais après il y a un bus de nuit qui passe à peu près à 25 minutes à pied. C'est un choix qu'on fait dès qu'on sortira avec des amis le soir, dès qu'on rentrera un peu plus tard que prévu, on prendra le bus de nuit quitte à ce que ce soit plus compliqué, parce qu'on veut continuer à être sans voiture tant que c'est possible, tant qu'on n'a pas d'enfants, tant qu'on n'habite pas vraiment dans une maison totalement excentrée de tout. Et donc par mois on dépense environ 35 € pour aller voir nos parents en bus régionaux. Donc ça c'est pas les bus de Marseille, c'est vraiment un autre service de bus qui fonctionnait avec Zoo. On avait l'habitude d'y aller environ 2 fois par mois. Il y avait des mois où on n'y allait qu'une fois, des fois où on y allait 3 fois, 4 fois, enfin des fois on y allait très souvent dès que ça tombait à des mois où il y avait des anniversaires et d'autres choses à gérer. Mais là on va y aller forcément un peu moins parce qu'on est un peu moins proche de la gare routière. Notre budget cadeau a été de 80 € par mois. Donc c'est lissé sur l'année, il y a des mois où on n'a pas de cadeaux à acheter, des mois où on en a beaucoup à acheter. Donc voilà, c'est ce que ça a donné lissé sur l'année, ça fait à peu près 1000 € de cadeaux sur l'année. Et nous avons ensuite environ 50 € de catégories autres, de choses qu'on a achetées qui n'étaient pas spécialement prévues. Donc voilà, ça nous a fait environ 50 € par mois de cette catégorie de divers. Donc ça peut être n'importe quoi, quand il faut acheter de la glu pour recoller un truc, quand il faut acheter des ampoules, quand on rachète une balayette, enfin voilà, des trucs comme ça qu'on achète qui n'ont pas vraiment de catégorie. Je vais pas mettre ça dans loisirs, je vais pas mettre ça dans alimentation. Donc voilà, on l'a mis là, c'est les autres.
Ce qui nous fait un total de dépenses variables communes de 570,83 €, c'est ce que je vous disais au début. Donc on est pour le total de dépenses communes à 774,83 €. Ça, ce sont vraiment nos dépenses communes. Après, nous avons des dépenses individuelles. Donc Didier a un total de dépenses perso de 165,07 € par mois, ce qui va comprendre SFR qui est à 11 € pour son abonnement téléphonique. Il a un deuxième abonnement téléphonique à 5 €. Ensuite, pour le bus, il dépense 40 € par mois. Il a 20 € qui lui sont remboursés sur son salaire en fait, mais c'est compté dans ce que je vous ai dit au début. Après, c'est pareil, la mutuelle, elle n'est pas comptée dans tout ça, tout simplement parce qu'elle est prélevée directement sur son salaire. Son entreprise prend en charge la mutuelle du conjoint, donc je suis comptée dedans aussi, ce qui fait qu'on ne paye pas de mutuelle pour l'instant. Ça c'est un énorme avantage, puisque moi étant indépendante, s'il n'y avait pas cet avantage là, je devrais payer ma propre mutuelle, et là pour l'instant on n'en a pas besoin tant que Didier est salarié. Ensuite, lui en banque, il est passé chez N26 et il dépense 4,90 € par mois. En impôts, il a eu une régulation à payer qui a fait au total 104,17 € en moyenne par mois, puisqu'il a eu à peu près 1200 € d'impôts. Il y a une année où ils ont oublié de le prélever à la source, je crois, ou quelque chose comme ça, donc ça lui a fait 1200 € d'impôts à payer. C'était pas, là j'ai mensualisé, mais c'était pas mensualisé comme ça, c'était sur quelques mois je crois, mais en tout cas on avait de l'épargne, il avait de l'épargne, c'était pas compliqué pour lui de le payer, donc ça nous a pas posé de problème. Ensuite, au niveau de mes dépenses perso, j'en ai eu pour 108,92 €. Donc j'ai également mon abonnement SFR à 11 €. Je dis SFR mais c'est RAID, je sais pas pourquoi j'ai écrit SFR. Ensuite, vous savez que j'ai pas repris mon abonnement de bus puisque j'ai décidé de faire beaucoup de choses à pied. Vu qu'il y a à peu près 2 ans, je me suis mise à marcher 10 000 pas par jour pour ma santé, pour énormément de choses, ce qui me fait beaucoup de bien, mais ce qui m'a aussi fait économiser de l'argent, puisque je suis passée d'un abonnement mensuel de bus à 40 € par mois à seulement 7 € en moyenne d'achat de tickets par mois sur l'année. J'en ai très peu acheté, enfin il y a des mois où j'en ai plus acheté, notamment l'été quand j'allais à la plage, puisque fallait que j'y aille en transport, c'était trop loin de chez moi pour y aller à pied. Enfin il y a des fois où je l'ai fait à pied, mais c'est vraiment très loin, surtout quand il y a une bonne canicule, c'est pas évident. Mais voilà, ça m'a fait beaucoup moins dépenser. Sinon, pour la plupart de mes déplacements de la vie quotidienne, vu que je travaille de la maison, j'ai pu presque tout faire à pied. Je fais mes courses à pied, je rentre de la gare à pied, etc. Donc, enfin ça c'était avant. Dans le nouvel appartement, je pense que je vais augmenter cette catégorie. Si jamais je vois que je rejoins les 40 € par mois, je passerai sur l'abonnement mensuel de bus, puisque je veux trouver ce qui est le plus avantageux pour moi. On verra. Pour l'instant, je continue de payer par ticket, mais si c'est plus intéressant, j'équilibrerai, sachant que ça me revient à 1,40 € le ticket, ce qui est pas trop cher encore, je trouve. En impôts, j'ai dû payer à peu près 900 € d'impôts. Ça, j'avais aucune idée de ce que j'allais payer. Je pensais que j'allais payer beaucoup plus que ça, mais finalement non, ça m'a fait 900 €, ce qui fait 80,92 € par mois si on mensualise tout ça. Et l'année prochaine, je pense que je payerai beaucoup plus puisque j'ai beaucoup plus gagné, mais je n'ai aucune idée de ce que je devrais payer, donc je vais garder de l'argent en épargne et dès qu'il faudra payer, je le sortirai de mon épargne. Je préfère payer en une fois que de payer en mensualisé. Ensuite, moi j'ai une petite dépense en plus qui était le bus pour aller à Aix-en-Provence depuis Marseille, puisque j'ai des amis qui habitent à Aix et que je vais encore voir là-bas, vu qu'avant on habitait à Aix-en-Provence, donc voilà, j'y vais régulièrement. Et ça me fait une moyenne de 10 € par mois dépensés. Ça va augmenter aussi, c'est pareil. La région a vraiment augmenté massivement les tarifs des transports en commun. En tout cas, de tous les transports qui sont en dehors de juste ceux de la ville. Et malheureusement, même si Aix-en-Provence fait partie de la métropole de Marseille, on est obligé de payer assez cher pour y aller. Donc avant, ça me revenait à peu près à 6 € l'aller-retour, puisque j'en avais pris 18 d'un coup, et en prenant beaucoup, ça me faisait une réduction. Et là maintenant ça va me revenir à 11 € au lieu de 6 €, ce qui mine de rien fait une grosse augmentation, et pareil je dois en acheter 10 d'un coup pour accéder à cette réduction. Donc ça me revient quand même assez cher d'aller voir mes amis à Aix maintenant, mais c'est pareil que pour la famille, c'est important de garder ce budget là. Je peux me le permettre largement, donc je le garde, mais ça augmentera. Là c'était 10 €, je pense que ce sera augmenté d'environ 60% l'année prochaine. Donc si nous comptons le total de dépenses perso et communes, nous sommes à 1048,82 € à deux, sachant qu'on peut déduire les 240 € d'avantages dont je vous ai parlé avant, la carte ticket resto et les avantages liés à mon travail aussi,
ce qui nous fait 808,82 € à dépenser par mois qui sortent vraiment de notre budget. Ça veut dire qu'on vivait à deux avec 808 €, donc 404 € chacun par mois, tout en gagnant beaucoup plus que ça, puisque je vous l'ai dit en début de vidéo, nous avons gagné 5600 € par mois et dépensé seulement 808 €. Donc ça nous a fait une énorme capacité d'épargne. Un peu après, j'ai envie de vous parler de la partie objectif, pourquoi on fait tout ça. Mais d'abord, on va vraiment prendre les chiffres de l'année 2022. Du coup, nous avons gagné 67 200 € sur l'année à nous deux. Je dis bien à nous deux parce qu'à chaque fois il y a des gens qui pensent que ce sont mes revenus, donc ce sont de très bons revenus pour deux, mais c'était bien à deux. Et donc ce sont les plus gros revenus que nous ayons jamais eus. Je vous l'ai dit, ils ont en partie été liés au moment où je me suis fait harceler, etc. sur les réseaux sociaux. Donc en vrai, il y a un peu de mitigé dans ces revenus, mais sur le total en tout cas, ce sont de très bons revenus. Nous avons dépensé sur l'année 9 705,80 €. Nous avons pu épargner 57 494 €, ce qui nous fait 85% d'épargne. Ça veut dire qu'on a vraiment épargné 85% de nos revenus. Ce n'est pas pour rien, on n'est pas dans la privation extrême. Ceux qui me suivent sur Instagram peuvent mieux le voir, je pense, que ceux qui me suivent sur YouTube, puisque sur YouTube je partage une partie de mon quotidien, mais sur Instagram j'en partage beaucoup plus. Donc je partage mes sorties, je partage mes loisirs, et en fait on en a plein. C'est juste qu'on a fait plein de petits choix qui nous ont permis de dépenser aussi peu, et on a aussi eu des privilèges dont je vous ai parlé dans plein de vidéos qui nous permettent aussi de dépenser aussi peu. Le fait que ce soit une moyenne, ça ne reflète pas forcément tout ce que l'on a fait dans l'année, puisque sur la première moitié de l'année, on n'avait pas encore trop prévu d'acheter. En fait, c'est allé assez vite quand on a commencé à regarder des appartements, on a eu un énorme coup de cœur. On en a regardé pas mal. À un moment, moi j'étais un peu déçue parce que je voyais rien dans nos prix. J'avais l'impression qu'on ne pouvait pas du tout avoir avec notre budget ce que l'on voulait, puisque Marseille, c'est pas la ville la plus chère hein, concrètement par rapport à Paris ou quoi. C'est pas une ville qui coûte extrêmement cher, mais en tout cas, c'était assez difficile. Quand on a trouvé cet appartement, j'ai eu un énorme coup de cœur, donc à partir de là, c'est allé vite. Donc la première moitié de l'année, on dépensait un petit peu plus que ce qu'on dépensait d'habitude. Je pense qu'on allait au-delà des 800 €. C'est là où on a le plus dépensé en loisirs finalement. C'est là où on s'est beaucoup fait plaisir parce qu'on avait des meilleurs revenus, parce que ça n'affectait pas notre capacité d'épargne non plus. En fait, on avait une très bonne capacité d'épargne et on pouvait se faire vachement plaisir. À partir du moment où nous avons visité cet appartement, nous l'avons visité en juillet, ça a été assez long parce qu'après il y a eu les vacances des notaires, des propriétaires, enfin ça a été compliqué pour signer. On a signé début septembre, mais à partir du moment où on a visité l'appart, où on a fait notre offre, où on a dit qu'on voulait acheter cet appartement, on est passé en mode économie intense, puisque c'était important de faire notre rapport. À ce moment-là, on ne savait pas encore que ça allait être si compliqué pour l'emprunt, vraiment que mes revenus n'allaient pratiquement pas être pris en compte, qu'il allait falloir augmenter l'apport qu'on avait prévu. Donc là on est vraiment passé en économie intensive et sincèrement c'est grâce au fait que mes revenus ont beaucoup augmenté en septembre. J'ai gagné 2 fois plus que d'habitude en monétisation, même 3 fois plus en vrai, et ça m'a beaucoup aidé pour faire un gros apport. Et ça a été trop chouette, en vrai, pas la partie harcèlement, mais le fait qu'on ait gagné plus que prévu, parce que je pense que sans ça, soit on n'aurait pas eu l'appartement, soit on aurait dû démarcher peut-être beaucoup d'autres banques pour en trouver une qui accepte de compter mes revenus, parce que c'était pas forcément gagné de base. Mais donc ça, je trouve que ça répond pas mal à la question qu'on me pose souvent de pourquoi on épargne autant, pourquoi on vit avec 10 000 € alors qu'on gagne, bon d'habitude on gagne dans les 40-50 000, on gagne pas autant que ce qu'on a gagné cette année, mais pourquoi on vit avec une si petite partie de nos revenus? Tout simplement parce que ça nous permet d'avancer sur nos projets. Moi, une des choses qui me motive, c'est de préparer tous ces projets, c'est d'avancer, c'est de préparer notre avenir aussi. J'en ai parlé dans ma FAQ, on peut pas tout prévoir, bien évidemment qu'il peut y avoir une tonne d'imprévus, on est à l'abri de rien. Notre santé, on peut rien prévoir dessus, enfin on peut faire en sorte de manger équilibré et d'avoir un peu de mouvement dans notre vie, mais sinon on peut pas prévoir d'avoir une bonne santé, on peut pas prévoir de ne pas se faire écraser par une voiture, on peut pas prévoir, il y a plein de choses qu'on peut pas prévoir. Et voilà, sur ça j'ai pas de contrôle, mais sur le budget on essaye de mettre toutes les chances de notre côté et c'est ce qu'on a fait, c'est comme ça qu'on a pu acheter cet appartement qui nous rend vraiment tellement heureux. Je sais que là je suis sérieuse dans la vidéo, je suis pas en train de sourire tout le long et tout, mais c'est un bonheur pour nous d'être dans cet appartement, on est tellement reconnaissants. Je pensais pas qu'à notre âge on arriverait à avoir un appartement aussi chouette dans une ville aussi chouette que Marseille, parce que nous on adore Marseille. Je sais qu'il y a plein de monde qui dit énormément de choses sur Marseille, mais nous on adore vivre ici, c'est trop chouette.
Et donc voilà, sur ça on est trop reconnaissants. Passons à la partie objectif. Pourquoi on met autant de côté aussi? C'est parce que plus tard nous voulons acheter une maison qui ait suffisamment d'espace pour pouvoir faire maison d'hôtes, table d'hôtes, organiser, je sais pas, des séjours là-bas, peut-être des activités, des ateliers de cuisine, plein de choses comme ça. On aimerait avoir des animaux. Pour l'instant nous n'avons pas d'animaux. Il n'est pas prévu que l'on prenne un chat, un chien, un lapin ou un quelconque animal pour le moment. Mais quand on aura notre maison, si un jour on l'a, on aimerait beaucoup avoir des animaux sauvés des abattoirs. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo FAQ, mais je pense que c'est important de le repréciser aussi ici. Ça fait partie de nos objectifs, on veut avoir de l'argent de côté à ce moment-là aussi, parce qu'on sait qu'on aura des dépenses beaucoup plus élevées. On a envie de préparer, en fait, de mettre de côté maintenant et de se préparer pour plus tard. C'est vraiment le principe du frugalisme. Alors on n'est pas frugaliste à 100%, mais c'est un des principes qui ressemble le plus à ce que l'on fait, je pense. C'est le frugalisme, c'est vraiment le fait de mettre de l'argent de côté maintenant, tant qu'on est jeune, tant qu'on le peut, tant qu'on a de faibles charges, pour préparer notre avenir, pour choisir de moins travailler si à un moment on a envie de moins travailler. Et c'est vraiment comme ça qu'on veut préparer notre vie. Mais aussi nous n'avons pas d'enfants pour le moment, mais nous comptons en avoir un jour. Et autant il est très facile pour nous d'être frugaliste tant qu'on n'a pas d'enfants, mais je pense que le jour où on aura un enfant, ça changera. Peut-être que par exemple, moi je pourrais moins travailler sur YouTube, et vu que c'est ma source majoritaire de revenus, on aura peut-être moins de revenus. Ou il y a forcément des frais qui vont avec un enfant. Moi je connais rien aux dépenses qui vont avec un enfant. Alors certes, des fois il y a des aides, enfin en France on est bien accompagné quand même, mais malgré tout il y aura forcément des dépenses en plus. Il y aura forcément besoin d'une voiture, je pense, surtout si on est à la campagne et qu'on a un enfant, qu'on doit l'amener à l'école. Enfin il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place. Donc je pense qu'on ne pourra pas mettre 85% de ce que l'on gagne quand on aura des enfants. Des fois j'ai des personnes qui me contactent avec plusieurs enfants qui me demandent comment être frugaliste. Je pense que c'est possible de faire son chemin vers un certain frugalisme, mais que c'est beaucoup plus difficile d'être dans un espèce d'extrême frugalisme, on va dire, comme on est actuellement en termes de chiffres. Parce que moi j'ai pas l'impression que notre mode de vie soit extrême. Au quotidien je trouve qu'on profite énormément. Mais en tout cas en termes de chiffres, oui, on est dans un frugalisme assez extrême. On met 85% de nos revenus de côté. Bon, d'habitude c'était plutôt 60, 70%, mais c'est déjà énorme. Et ça c'est beaucoup plus difficile quand il y a d'autres êtres qui dépendent de nous et qui ne ramènent pas d'argent en fait. Donc bien évidemment que c'est pas faisable dans toutes les situations, mais nous on le fait tant qu'on le peut parce que notre situation le permet. Également, vous le savez, les économies c'est important pour nous, mais ça passe après nos convictions. Donc vraiment notre conviction de base c'est le véganisme. On a inclus le véganisme dans notre mode de vie, mais il y a aussi l'écologie. Pour nous c'est important d'avoir un mode de vie qui ne pollue pas trop, de se rapprocher au maximum des 2 tonnes d'émissions d'équivalent CO2 par personne et par an, ce qui est le total d'émissions prévues pour les accords de Paris pour 2050. Pour que tout se passe bien, il faudrait que tout le monde soit à peu près à cet équilibre-là en 2050 pour qu'on arrive à vivre sur une terre habitable. Et donc nous on essaye de s'en rapprocher. On n'est pas à 2 tonnes, c'est très difficile d'être à 2 tonnes parce que rien que le service public représente déjà 1 tonne par exemple, mais je pense qu'on est à peu près à 2,6 tonnes, quelque chose comme ça, 2,8. Et c'est vraiment bien pour nous, c'est ce qu'on essaye de maintenir. Si on avait une voiture par exemple, ça augmenterait. Si on prenait régulièrement l'avion, ça augmenterait aussi. Donc on veut vraiment se rapprocher le plus possible des 2 tonnes, même si ce n'est pas possible actuellement d'être à 2 tonnes, en tout cas pour notre mode de vie. Il y en a qui doivent être pas loin des 2 tonnes. Même si nos revenus augmentaient considérablement, je ne me mettrai pas à dépenser beaucoup plus parce que je veux garder cette empreinte carbone qui est basse et elle va généralement avec une faible consommation. Donc il y a des choses qui n'augmentent pas tellement les émissions carbone. Par exemple, aller manger dans des restos véganes, ça va pas augmenter vos émissions de carbone. Ça, ce sont des dépenses, par exemple, ça ne me dérange pas de les augmenter, d'augmenter mon budget pour aller dans des restos véganes, d'augmenter mon budget pour voyager en train, ça ne me dérange pas non plus, parce que le train est très écologique. Il y a plein de choses comme ça qui ne me dérangent pas. Si je dois augmenter mon budget, j'augmenterai dans ces catégories-là qui ne polluent pas. Mais après, je ne vais pas me mettre à voyager en avion 5 fois par an, à aller à l'autre bout du monde parce que j'en ai les moyens. Parce que pour moi, ce n'est pas écologique. Ça ne veut pas dire que je ne voyagerai pas du tout dans ma vie. Je pense qu'on en a discuté un petit peu avec Didier. Éventuellement, on s'est dit qu'on ferait peut-être un gros voyage de temps en temps et que le reste du temps, on gardera nos émissions carbone très basses. Donc peut-être une fois tous les 10 ans, prendre l'avion pour aller très loin. Et le reste du temps, prendre le train pour faire des vacances en Europe. On a vraiment envie de tester le pass Interrail aussi pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas, tout ce qui est faisable en train, tout ce qui est faisable en bus, on le fera par ces moyens-là.
Et sur d'autres points de notre vie, par exemple le véganisme c'est aussi lié à l'écologie, c'est avant tout pour les animaux, mais en termes d'écologie, manger vegan ça émet beaucoup moins d'équivalent CO2 que de manger de la viande ou même de manger des œufs ou des produits laitiers. On fait tous du mieux qu'on peut, mais en tout cas n'hésitez pas à calculer votre empreinte carbone, je vous mettrai un lien en barre d'infos si ça vous intéresse de le calculer pour voir où vous en êtes, les efforts que vous pouvez faire, ce que vous faites déjà de bien, parce que je trouve que c'est bien de se féliciter de ce qu'on fait de bien et de voir aussi ce que l'on peut faire mieux. Par exemple, le fait de ne pas avoir de voiture pour l'instant, ça nous permet de baisser notre empreinte carbone. Le fait de ne pas mettre le chauffage, ça nous permet de baisser notre consommation d'électricité et donc de baisser notre empreinte carbone. Il y a plein de petites choses comme ça de notre quotidien qui sont en lien avec ça. Et le frugalisme n'est pas forcément la recherche de l'écologie, parce qu'on peut être frugaliste tout en surconsommant sur des choses pas chères, par exemple en choisissant de prendre l'avion quand c'est moins cher que le train. Nous, ça va pas coller à nos autres démarches, on va dire. Mais frugalisme n'est pas forcément égal à écologie, mais souvent le frugalisme rejoint un petit peu l'écologie par le fait qu'on consomme moins. Également au niveau de notre épargne perso, on reçoit nos revenus sur nos comptes perso et forcément celui qui gagne le plus va plus épargner parce qu'on paye tout à 50-50. Mais par contre au moment où on investit dans un bien immobilier, peu importe qui met quoi, on met à 50-50 le bien pour que notre patrimoine évolue à la même vitesse. Par exemple là j'ai mis un plus gros apport que Didier parce que j'avais plus d'argent, parce que j'avais plus gagné à ce moment-là. On a quand même mis le bien à 50-50 parce que pour nous dans la relation le but c'est qu'on s'enrichisse à la même vitesse, peu importe qui gagne quoi. Notre enrichissement personnel est largement lié à l'investissement que l'autre met dedans. Didier m'a énormément aidé dans ma chaîne YouTube. Je l'ai aidé quand j'avais du temps libre pour lui simplifier la vie aussi dans son quotidien. Pour nous, c'est vraiment notre vision du couple. On ne veut pas que l'un des deux s'enrichisse plus que l'autre. Et on veut vraiment partager au maximum. On aime bien avoir nos comptes perso parce que c'est plus facile au quotidien. Quand on se fait un cadeau à l'autre, l'autre ne connaît pas forcément le prix, il peut avoir la surprise, il va pas le voir sur le compte, donc on aime bien fonctionner comme ça. Mais c'est ce qu'on a trouvé pour que personne ne soit lésé. Et après, ça marche aussi parce que notre couple, je pense, est assez équilibré. On réfléchit aussi à mettre des solutions pour que notre charge mentale soit à peu près égale dans notre couple, dans notre quotidien, dans notre logement, à ce qu'il n'y en ait pas un qui fasse tout pour l'autre et qui empiète sur son temps de travail parce qu'il utilise toute sa charge mentale pour aider à simplifier le quotidien de l'autre. On fait vraiment en sorte d'équilibrer le plus possible. Ça peut jamais être parfait, mais nous, c'est vraiment notre vision de quelque chose d'équitable en fait, où on s'enrichit à la même vitesse, peu importe qui gagne quoi, et on s'aide mutuellement au quotidien pour se simplifier la vie. Si on est plus doué dans quelque chose, on va le faire. Par exemple, je cuisine mieux que Didier parce que c'était mon métier. Pendant un temps, j'étais cuisinière et que même ma chaîne est autour de la cuisine, donc souvent je cuisine un peu plus que lui. Mais par exemple, il va faire sa part sur d'autres choses, il va équilibrer le temps que je passerai à faire quelque chose, il le passera à faire autre chose. Et je pense que c'est vraiment important d'instaurer cet équilibre de la charge mentale, de discuter de l'argent dans un couple, c'est important aussi. Nous avons une vision très similaire, donc ça aide énormément. Parfois, il y en a un qui est un peu plus dépensier. Par exemple, sur le chauffage, il y en a un qui peut avoir envie d'un peu plus de chauffage que l'autre. Et dans ce cas-là, il faut trouver un compromis qui convient à tout le monde. Et je pense que c'est important de toujours discuter, de toute façon, d'avoir de la communication et d'essayer de trouver des compromis qui conviennent un petit peu à tout le monde dès qu'on est différent sur des points. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, elle est désormais terminée. Au moment où je la poste, normalement ça fera pile 3 ans que j'ai posté ma toute première vidéo sur cette chaîne YouTube. Donc c'est vraiment génial l'évolution que ça a pu avoir en 3 ans. Merci à vous d'être là, merci à tous ceux qui se sont abonnés, à ceux qui likent, à ceux qui ont commenté. Je suis toujours très transparente sur le fait que liker, commenter, etc. ça aide dans mes revenus et il y a beaucoup de gens qui le font avec bon cœur, qui commentent, qui m'aident tout simplement dans cette aventure qui est YouTube pour moi. Donc merci infiniment. Merci d'avoir passé ces 3 dernières années avec moi pour ceux qui sont là depuis le début. Et merci à ceux qui me rejoignent. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications et à me suivre aussi sur Instagram puisque je partage énormément de choses de mon quotidien, de mon mode de vie. Donc si vous voulez me rejoindre là-bas, c'est Mûre et Noisette aussi. Et moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année parce que oui, au moment où je poste ça, on sera vraiment sur la fin de l'année. Donc bonne fête de fin d'année et merci d'être avec moi. Je vous retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!